Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur notre chaîne YouTube. On l'apprécie énormément. Ça nous aide. À ceux et celles qui, comme moi, préfèrent les versions audio. Allez nous retrouver sur toutes les plateformes audio. On est sur Spotify, Apple, Amazon. Vous pouvez nous donner des petites étoiles. Donnez-nous-en 5 étoiles pour nous aider. Évidemment, on est sur toutes les plateformes de réseaux sociaux aussi. Donc, allez nous trouver. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez, commentez. Faites toutes ces belles choses-là. Salim, comment ça va? Écoute, ça va très bien, c'est la fin de session parlementaire à Québec. À Ottawa, c'est le début et la fin en même temps. Ouais, exact. Et il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant tout, George, je te l'ai pas dit, mais il fallait que je le dise. Je veux que les gens le sachent sur le podcast. La réalité, c'est que si on a ce podcast depuis 2 ans, c'est vraiment principalement grâce à George. Il ne sait pas que je dis ça. Grâce à George, parce que honnêtement, mettre autant de temps dans le côté technique, les micros, la qualité du son, les vidéos, la qualité des caméras, arranger les affaires du montage, les mettre en ligne, trouver les outils qui permettent de clipper, etc. Honnêtement, je vous le dis, moi, je suis pas bon à ça. J'ai peut-être d'autres qualités, j'espère. Mais j'ai pas ça. Et George, non seulement il a ça, mais il a aussi la patience. Alors, George, vraiment, merci. C'est un plaisir. Puis en passant, je suis pas un professionnel. Moi aussi, j'apprends, comme on dit, as you go. Ouais. Et en plus, il sait comment ouvrir et fermer une piscine. Fait qu'il a... Et regardez, s'il était pas déjà marié avec des enfants, j'aurais dit qu'il était marié, mais regarde, il est déjà pris, locked up. Sorry. Voilà. Bon, on va parler de plus au sérieux, là. Semaine quand même occupée au niveau politique. On va commencer parce que un personnage quand même marquant de Canadien nous a quittés. Je parle évidemment de Marc Garneau. Et moi, ça m'a surpris parce que je savais même pas qu'il combattait un cancer. Je savais même pas. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelques mois, il donnait des entrevues, il avait publié un livre, etc. Donc tout semblait bien aller. Puis cette semaine, je vois un tweet comme quoi que Marc Garneau est décédé. Et moi, je l'ai jamais connu, je pense. J'essaie de penser, mais je pense pas que j'ai jamais rencontré Marc Garneau. Mais quand même une personnalité marquante canadienne, là, même comme astronaute et par la suite comme politicien. Il a laissé sa marque, je pense, au Canada. Je pense aussi un grand Canadien, un grand Québécois, un grand Canadien du Québec qui effectivement a été un astronaute brillant, important, extraordinaire. Mais le premier astronaute canadien. Effectivement. Et puis par la suite a consacré une bonne partie aussi de sa carrière, ou disons la deuxième partie de sa carrière, à la politique, au service public, comme on dit. Il a occupé des fonctions quand même importantes, puisqu'il a été au transport principalement, mais il avait aussi occupé pendant quelque temps le poste de ministre des Affaires étrangères, ce qui n'est pas rien. C'est la preuve que c'est quelqu'un qui avait aussi un sens de l'échange avec l'humain, de la diplomatie. Moi non plus, je ne l'ai pas beaucoup connu. Je l'ai croisé 2-3 fois, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Un gentleman, je peux pas dire que je le connaissais, mais en tout cas du peu que je voyais. Mais récemment, j'ai vu un ami qui l'a très bien connu, qui a posté, qui a publié un beau message sur Facebook qui disait de lui que c'était quelqu'un avec qui, lorsqu'on échangeait avec lui, la personne la plus importante sur Terre pendant cette discussion-là, c'était la personne avec qui il échangeait. Et ça, c'est une grande qualité, tu sais, à l'heure où les gens donnent un peu du temps ici et là sans trop d'importance, etc. Non, lui, il s'intéressait aux gens beaucoup. Ce qui, je sais pas, j'allais dire ce qui est rare pour un scientifique. Non, pas nécessairement, mais disons que souvent, les gens qui sont un peu dans la science, etc., sont peut-être un peu plus décollés. Lui, au contraire, il y avait une espèce de chaleur là-dessus. C'est peut-être aussi ça qui l'a mené en politique. Alors,
qu'il repose en paix, comme on dit. Ça a été quelqu'un qui a fait beaucoup pour le Canada et un francophone qui est un beau représentant du Canada francophone. Et voilà. On va rester dans la politique fédérale parce que l'autre chose qui est arrivée cette semaine, Donald Trump qui a signé un autre ordre présidentiel ou comment qu'on appelle des décrets. C'est ça. Des décrets présidentiels pour augmenter les tarifs sur l'aluminium et l'acier. On était déjà, je rappelle aux gens, on était déjà à 25%. Il a augmenté d'un autre 25%, on est à 50% maintenant de tarifs. Et là, moi, personnellement, Salim, je m'attendais à une réplique du gouvernement. Et je ne sais pas si tu as de l'information. Moi, d'après ce que j'ai lu, il n'y a rien. M. Carney préfère, ou semblerait qu'il préfère garder un peu le calme devant un président qui est complètement imprévisible. Et n'oublions pas non plus que la semaine prochaine, il y a la rencontre du G7, donc peut-être qu'il veut pas trop déranger le climat en prévoyant ces rencontres-là. Donc, je sais pas si tu as de l'information, mais... Alors, est-ce que j'ai de l'information? J'ai un téléphone Orange, c'est Monsieur Orange qui m'écrit. Monsieur Trump... Non, j'ai pas d'information. Non, mais plus sérieusement... Effectivement, M. Trump a monté les frais, les tarifs de 25 à 50% sur l'acier et l'aluminium. Ça touche de plein fouet quand même le Canada, sachant que ces tarifs-là ne visaient pas spécifiquement le Canada. C'est au sens large du terme. Ouais, mais indirectement, ça affecte quand même. C'était pas... Disons que le Canada n'était pas spécifiquement visé là-dedans. C'était pas l'acier et l'aluminium canadien. Ouais. C'était d'une manière générale. Mais forcément, 60% de l'aluminium qui est utilisé aux États-Unis provient du Québec. Donc forcément, on peut raisonnablement croire que c'est surtout l'industrie québécoise qui va être touchée là-dessus. Et là, j'ai pas de pourcentage à donner, mais l'acier produit en Ontario également va être impacté par le même tarif. Donc oui, le Canada, sans être spécifiquement visé, est quand même fortement impacté par ça. Je vais juste faire un petit rappel. Il y a eu ce journaliste ou ce chroniqueur dans le Financial Times. Est-ce que c'était le Wall Street Journal? Je me souviens plus. Yeah. Bref, qui disait, je pense que c'était le Financial Times, qui disait TACO pour Trump, always chicken out. Ah ouais, ok. Et ça excusez de le dire comme ça a pogné. Tu sais, M. Trump, c'était lui qui d'habitude donnait des surnoms, là, tu sais, Sleepy Joe tu sais, puis Crooked Hillary, puis Kamala, je me souviens plus c'était quoi. Enfin bref, à chaque fois qu'il aimait pas quelqu'un ou il voulait définir quelqu'un, il lui trouvait quelque chose. Puis là, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec cette chronique où on l'appelait M. Taco pour Trump, always chicken out. La raison... Et en fait, pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi ça a pogné? Ça a pogné parce que M. Trump, depuis le début de l'année, arrivait avec des annonces. Là, c'était comme des coups de massue, là, des coups de batte de baseball sur la tête. Tu sais, tout le monde était KO, puis là, tout le monde ne savait plus trop quoi faire. Puis, à chaque fois, il reculait, puis il avançait, puis il reportait, puis il reculait, puis il ravançait, etc. Et donc, dans le fond, ça a amené ce chroniqueur économique à l'appeler comme ça, M. Taco, et ça l'a vraiment perturbé. Puis, il est allé dans il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, je l'ai lu trop rapidement, mais je crois qu'il est allé dans une sorte de rassemblement républicain avec des gens proches de lui, etc. Puis il a dit « Ah ouais, c'est ça ».
Alors, vous allez voir si moi je vais chicken out. Est-ce que je vais me dégonfler? Vous allez voir, là, on va passer de 25 à 50% sur l'acier et l'aluminium, puis on va voir qui va chicken out, qui va se dégonfler. Donc, c'est tellement enfantin. Mais bien sûr, c'est enfantin. Mais évidemment, mais M. Trump, c'est un personnage. Là, je veux dire, c'est quelque chose. C'est enfantin, mais en même temps, ça veut dire aussi beaucoup. Pourquoi ça l'a touché? Pourquoi? Parce que ça a pogné. Mais pourquoi ça a pogné? Parce que il y a une part de vrai. Ou à tout le moins, si c'est pas vrai, la perception de vrai est là. Au point, George, où aujourd'hui, on est moins surpris. Tu sais, avant, on était pris par surprise. Oh, Trump est arrivé avec un tarif. Oh, c'était 10%. Oh, c'est 25%. Oh, c'est 75% pour la Chine. Puis c'était monté jusqu'à 145%. Tu sais, ouais, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui est, qui est surpris par M. Trump. Donc, l'effet des annonces tarifaires de Trump n'ont plus le même effet. En fait, ils ont le même effet économique, on va s'entendre là. Tu sais, je veux pas qu'il y ait quelqu'un de l'industrie qui m'écrive pour me dire, ben là, voyons donc, ça n'a pas d'effet. Oui, ça a le même effet que le jour 1. Économique, mais l'effet politique et géopolitique et géostratégique et diplomatique et le rapport de force, etc., ben, à force d'abuser de ça, M. Trump l'a affaibli. Ouais. Bref, ça nous amène à ta question. Tu dis, ouais, mais là, le Canada, est-ce qu'on aurait dû réagir, revenir avec d'autres contre-tarifs, etc. En fait, c'est une très bonne question. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler à Zone Info avec Gérald Filion plus tôt cette semaine, le mercredi. En fait, d'abord, il y a déjà un certain nombre de contre-tarifs qui sont imposés sur 90 milliards de dollars de biens faits aux États-Unis qui sont importés au Canada, qui a permis déjà, depuis qu'ils sont en place, je crois depuis le mois de février si je ne m'abuse, qui a déjà permis au Canada de récolter plusieurs centaines de millions de dollars, donc presque $1 milliard, qui va être réutilisé pour aider les travailleurs qui pourraient potentiellement être victimes de cette guerre tarifaire dans ces industries-là qui sont touchées et visées. La question, c'est est-ce qu'on aurait dû en faire d'autres, étant donné qu'il y a quelque chose de nouveau, que ça passe de 25 à 50%. C'est pas exclu. Hein. M. Carney n'a jamais dit qu'il excluait ça. Il disait juste que, regardez, on est en discussion avec les Américains. On va établir qu'est-ce qu'on va faire. Dans le fond, il n'y a pas de réponse à chaud. Parce que ça sert à rien, parce que quand tu réponds du tac au tac, puis tu sais pas, M. Trump, qu'est-ce qu'il va faire par la suite. Est-ce que c'est pour rajouter autre chose? Est-ce que c'est pour enlever, reculer, revenir? Est-ce qu'il te dit, finalement, ça va pas être ce mercredi, ça va être mercredi dans 4 semaines, mais là, t'es amené toi aussi à les enlever pour les remettre par la suite? Ça commence à être un jeu un peu particulier. Moi, personnellement, je crois que c'est la bonne approche que M. Carney adopte. Parce que sous M. Trudeau, M. Trump prenait même pas son appel. Mais il n'y avait même pas de relation. Mais il n'y avait pas de relation. M. Trudeau, tu te souviendras, hein, M. Trudeau essayait de contacter M. Trump, puis M. Trump prenait même pas l'appel. Il s'en foutait carrément. Il a laissé 24-48 heures, peu importe, avant de... Ils ont attendu longtemps. Finalement, l'appel a eu lieu. C'est quand même un chef de gouvernement avec un chef d'État, etc. Donc, c'est sûr que ça allait finir par avoir lieu. Mais c'était pas très bon comme discussion. Là. Puis, puis il l'appelait le gouverneur, puis ça parlait pas tant que ça, etc. Mais là, avec M. Carney, c'est différent. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, M. Trump est revenu avec son affaire de 51e État. Oui, c'est vrai que il nous bardasse un petit peu, nous, Canadiens. C'est vrai tout ça, mais il y a des discussions. On a appris d'ailleurs hier, je crois que c'est Radio-Canada qui a porté ça, qui disait que il y avait même des discussions directes entre M. Carney et M. Trump, même des messages textes. Je pense que c'est Mélanie Joly qui a dit qu'il parlait directement. Je ne sais pas si ça a été reporté, mais c'est...
Ouais. Mais en tout cas, il y a aussi des messages textes. En même temps, c'est pas le rôle de Mme Joly que de divulguer ça, à moins qu'on les lui ait demandé, ce qui me surprendrait. Mais enfin bref. Il paraît même qu'ils s'échangent même des messages textes, etc. Bon, je veux pas rendre ça un peu, parce que à l'échelle d'un pays, là, tu peux pas négocier en message texte, on s'entend. Mais ça veut dire qu'il y a une relation entre les deux pays. Il y a une communication active là, entre deux leaders des pays. Donc, c'est sûr certain que ça aide. Alors, pour monsieur Trump, pour monsieur Carney, il y a deux éléments. D'abord, si c'est vrai qu'il y a des discussions, et puis qu'on veut en arriver à une entente relativement rapidement pour que cesse cette instabilité entre dans l'économie canadienne, etc. C'est pas le moment de fâcher M. Taco encore plus. Là, ouais. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a un autre élément. Excuse-moi, je vais être un peu familier, mais il y a le G7 qui s'en vient. M. Trump arrive ici, il vient dans un territoire où il dit qu'il aimerait bien annexer. Est-ce que tu as envie de le provoquer pour qu'il vienne te faire un shit show, excuse-moi de l'expression? Mais pas juste ça, encore pire, Salim, imagine qu'il vient pas. Tu comprends? Donc... Ouais, mais là, il pourrait pas ne pas venir parce que le G7, c'est une table où il n'y a pas juste le Canada. Là, en l'occurrence, c'est le Canada qui préside parce que le Canada reçoit. Mais il y avait la question, on se posait cette question-là peut-être un peu avant les élections, si M. Trump allait finalement venir ou non. C'était pas clair non plus des États-Unis. Finalement, il y a une confirmation, mais imagine l'embarras d'une rencontre G7 où le président des États-Unis n'est pas là. Tu comprends? C'est vrai, mais en même temps, attention, c'est pas du tout dans l'intérêt américain. Tu vas me dire, il y a d'autres choses que M. Trump a fait qui sont pas nécessairement dans l'intérêt des États-Unis, mais là, en l'occurrence, le G7 pour lui, c'est aussi une occasion de montrer qu'il est toujours le leader mondial, etc. Alors que, les absents ont souvent tort de ce genre de forum-là. C'est quand même un forum important. C'est quand même le forum des 7 économies les plus puissantes au monde. Ouais. En tout cas, les 7 pays les plus industrialisés, à tout le moins. Et est-ce que tu as envie d'être absent de ce forum-là? Je ne suis pas certain. Moi, je pense qu'il a envie d'être là. Mais la question, c'est surtout, est-ce que s'il vient en territoire canadien, puis là, tu viens de le provoquer, puis qu'il est au Canada en train de dire « Moi, je vous annexerais bien », puis je sais pas, là, tu sais. Puis ça crée des malaises, puis des malentendus, puis des ceci, puis de cela. Tu sais, c'est pas très bon, c'est pas très sérieux. Fait que, préservons les chances de faire avancer cette négociation. 1. 2. Baissons les risques que M. Trump fasse encore une fois, excuse-moi l'expression, un shit show pendant le G7 parce qu'il se passe ici au Canada. Puis, restons effectivement à l'affût des évolutions et de ce qui va se passer parce que M. Trump, s'il les conserve, ces tarifs-là, rien ne nous empêche par la suite d'évaluer la possibilité d'en mettre des contre-tarifs. Puis je m'arrêterai sur un dernier élément. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'industries au Canada qui ne souhaitent pas que le Canada arrive avec des contre-tarifs supplémentaires parce que ces contre-tarifs-là font en sorte que ça fait baisser la demande de produits canadiens du côté américain parce que ça coûte plus cher aux Américains. Et donc, ils pourraient potentiellement s'approvisionner ailleurs. Donc, je sais pas, moi, admettons, tu fabriques, je sais pas moi, du ketchup. Bon, ils en ont du ketchup aux États-Unis, mais regarde, c'est un exemple. Si tu... Ah non, excuse-moi, j'ai fait un... Ma langue a fourché, c'est l'inverse. C'est-à-dire si tu mets des comptes-tarifs sur des produits américains, tu as besoin de ces produits américains pour pouvoir les vendre ici ou pour pouvoir créer ou produire certains éléments. Exact. Mais ça pose un problème. Là, tantôt, ma confusion venait avec les tarifs à l'exportation qui, effectivement, il y a plusieurs industries qui sont contre pour les raisons que j'allais évoquer, mais c'était pas pertinent dans ce que j'allais dire. Parlant de Trump, cette semaine, une semaine quand même difficile pour lui, difficile, selon notre point de vue, mais
un divorce avec Elon Musk. Puis de toute façon, Salim, garde, on va être honnête, il n'y a personne sur cette planète-là qui pensait franchement que Elon Musk allait durer 4 ans avec Donald Trump dans son administration en train de faire tout ce qu'il faisait. Mais est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit si rapide que ça? Regarde, je sais pas, c'est une question hypothétique, mais en même temps, c'est parti sur la place publique, puis c'est quand même divertissant de voir ça aller. Un qui attaque l'autre sur Twitter, c'est devenu une bataille vraiment en plein public. Un qui menace l'autre de lui enlever les subventions gouvernementales, puis l'autre qui réplique, bon ben c'est correct, si tu m'enlèves ça, j'arrête tout mon programme, j'oublie le nom, là, le programme spatial. Non, c'est pas SpaceX. Il y a un autre programme qui reçoit des subventions gouvernementales. En même temps, tu sais, Elon Musk qui annonce que Donald Trump il est sur le dossier, sur les listes de Epstein, et c'est pour ça que ces listes-là sont jamais rendues publiques. Plein d'affaires. Écoute, c'est du bébé lala. Et là, Elon Musk qui suggère peut-être la création d'un 3e parti qui va réellement représenter le 80% de la population. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver parce que honnêtement, dans les deux cas, c'est deux personnes qui sont complètement folles, que l'on veut ou non. Et moi, Elon Musk, là, je le trouve brillant. Les choses que ce gars-là a faites, c'est des affaires vraiment qu'on n'a jamais pensé qu'on aurait. Tu sais, des roquettes qui reviennent puis se replacent. T'sais, tout l'aspect technologique, tout ce que ce gars-là a fait, c'est franchement impressionnant. Mais soyons honnêtes, il y a quelque chose qui n'est pas stable dans la tête, là, tu comprends? Puis il s'en fout. Il est l'homme le plus riche au monde. Il peut dire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut, puis il n'y a personne qui le dérange et il est libre à faire tout ce qu'il veut parce qu'il peut. Il a les ressources à le faire. Donc, et c'est de ce point de vue-là que je parle que j'ai peur. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Qu'est-ce que l'autre va faire dans sa frustration? Comment l'autre va réagir? Et en tout cas, regarde, je trouve que ça n'a vraiment pas la place dans l'espace politique. Ça nuit, évidemment. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a une chicane, mais je sais pas l'ampleur que cette chicane-là peut prendre. Tu comprends? Ben oui, complètement. Tu sais ce qui m'ennuie, parce que tu as raison que d'une certaine manière, c'est assez divertissant de les voir aller. Mais rapidement, quand on reprend les choses de manière un peu plus sérieuse, deux puissances qui s'affrontent, ça fait toujours des dégâts collatéraux. Mm. Et là, c'est deux puissances, une politique et une économique. Donc, tu as l'homme le plus riche du monde contre l'homme le plus puissant du monde et qui se battent. Et en se battant, c'est impossible qu'ils ne fassent pas des dommages collatéraux. Et c'est ça qui est toujours problématique. Et surtout quand tu sais que les deux sont fous. Que les deux sont fous. Il n'y a aucune raisonnabilité chez ces deux-là. Moi, en fait, ça ne m'étonne pas qu'ils étaient les meilleurs amis il y a peu. Ben, j'exagère, je ne sais pas quels sont leurs liens personnels, mais ils s'apprécient énormément et publiquement les deux. Puis je ne suis pas du tout surpris qu'ils sont en chicane aujourd'hui. Écoute, nous tous connaissons ou avons vécu des situations où on a vu des gens, deux têtes fortes, qui étaient de très bons amis, puis du jour au lendemain, écoute, tu sais, ça arrive dans la vie de tous les jours, donc il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas à ce niveau-là. Sauf qu'à ce niveau-là, ça cause plus de dégâts qu'à notre niveau, tu vois. Et là, j'ai envie de te dire, chacun pense être plus puissant que l'autre. Et là-dessus, là, je vois pas qui pourrait gagner de ça. Moi, je vois là-dedans que des perdants. Moi, écoute, je vais aller loin dans ce que je vais dire. Moi, j'y vois des signes d'affaiblissement, malheureusement, des États-Unis. Tu sais,
beau grand pays qui a inspiré tellement d'autres pays à bien des égards. Moi, en tout cas, c'est un pays que j'aime beaucoup à la base. Évidemment, je n'aime pas voir ce qui s'y passe en ce moment, depuis un certain nombre d'années. Mais d'une manière générale, c'est un pays que j'aime beaucoup, etc. Mais tu sais, tu vois la descente aux enfers. Tu sais, quand c'est rendu dans ces affaires-là, je sais pas qu'est-ce qui peut attendre M. Trump. Moi, j'ai l'impression que M. Trump, en perdant Elon Musk, perd quand même beaucoup. Je parle pas au niveau comment dire, politique, il s'est fait déjà réélire. Au niveau financier, M. Musk l'a déjà financé pour sa campagne. Donc, tu sais, ça change pas tant que ça. Là où je pense qu'il perd beaucoup, c'est que dans toute cette base MAGA, il y en avait beaucoup qui s'identifiaient à Elon Musk. Ouais. Et peut-être encore plus qu'à Donald Trump. Mais en se disant, si un gars comme Musk est avec un gars comme Trump, on est quasiment prêt à croire un gars comme Trump. Parce que Trump, même si c'est un milliardaire, ça devenait le pouvoir politique, tu sais. Ouais. Et donc, là, maintenant, il y a une partie de la base MAGA, là, qui est Elon Musk all the way. Donc, s'ils se mettent à ne plus aimer M. Trump en raison de M. Musk, ben c'est quand même une base en moins, ou en tout cas, c'est des dizaines ou des centaines de milliers de personnes en moins dans son, entre guillemets, dans sa base et dans son mouvement, à M. Trump. Ouais. Alors, c'est ça qui va être intéressant de voir. Alors, si ça venait à l'affaiblir politiquement à l'intérieur, quelles vont être les décisions de M. Trump? Tu sais, surtout quand M. Musk dit ces espèces de guerre tarifaire, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça, je voulais justement te dire, parce que dans un des tweets là, qui échangeait hier, un de ces tweets-là disait que, de Elon Musk spécifiquement, il disait que ces tarifs de Donald Trump vont causer une récession dans la deuxième moitié de cette année. Et je pense que tout le problème, il a commencé là. Ils ont passé un projet de loi, je pense que, je sais pas si c'est un budget ou... le BBB. Tu sais quoi, BBB? C'est le Big Bad Bill ou une affaire de même. Big Beautiful Bill. Le Big Beautiful Bill. Un projet de loi qui annonce des dépenses énormes. On parle... Et ça, c'est un autre tweet que je regardais, je pense que c'est Elon Musk qui... C'est quoi? C'est-tu quelque chose comme 3500 milliards de dollars ou une affaire de même? Une affaire de même. Mais moi, l'information que j'ai retenue, c'est que l'intérêt sur la dette dépasse les dépenses des États-Unis en défense. C'est énorme. C'est ça. Non, mais c'est ça. Puis en fait, ça a un peu commencé là-dedans. C'est que M. Musk disait, moi, quand j'étais à la tête de Doge, ça n'a pas duré longtemps, mais quand même, l'idée, c'était de couper ici et là. Puis là, vous arrivez avec le BBB, le Big Beautiful Bill, qui vient endetter les États-Unis à un point inimaginable, au point où le service sur la dette, donc les intérêts sur la dette, on appelle ça le service sur la dette, dépasse le budget de défense, dépasse... en fait, ça devient un poste budgétaire lui-même énormissime. Et très... en passant, alors, bien sûr que mathématiquement, il a raison. Ensuite... les États-Unis nous ont habitués à des choses comme ça, peut-être pas de cette envergure, mais quand même. Mais surtout, ce que Musk dit, c'est que M. Trump pense peut-être être en mesure de rééquilibrer ça, pas rééquilibrer budgétairement, mais en tout cas d'atténuer ça par des milliards de dollars qui vont rentrer dans les coffres d'État grâce aux tarifs. Mais c'est pas sûr, ça, parce que les tarifs, on l'a déjà dit, on va le redire, mais les tarifs, l'impact que ça a, c'est que ça devient plus cher pour les Américains. Exact. C'est ça qui est un peu plate.
c'est que quand tu es un importateur, admettons tu es aux États-Unis, tu importes des produits ou des services du Canada, admettons. On dit Canada, mais ça peut être d'ailleurs. Admettons que tu importes de l'aluminium parce que tu en as besoin pour faire tes canettes de bière aux États-Unis. Là. Ben, l'importateur d'aluminium va payer sur l'aluminium qu'il importe du Québec 50%. Ouais. Donc, ça coûte plus cher. Et qu'est-ce que va faire l'importateur? L'importateur, il va le comptabiliser dans le prix auquel il va le revendre dans la transformation. Une fois que l'aluminium est transformé, exact. il va aux embouteilleurs, ou je sais pas comment on appelle ça, là, qui font des canettes, là, admettons, de bière, là, tu sais. Puis ils vont le remettre à je sais pas moi, comment ça s'appelle la bière américaine déjà, la Budweiser. Ouais. Ils vont monter leur prix. Mais oui. Fait que donc, monsieur, madame, tout le monde, qui vont aller au dépanneur aux États-Unis, un 7-Eleven, ils vont prendre leur six-pack. Leur six-pack, il va leur coûter plus cher. Peut-être pas 50% parce que, bref, il y a des calculs spécifiques à ça, là, mais je sais pas, moi, si ça leur coûtait 7,75$ avant, ça se peut que ça leur coûte 11,98$. Tu sais, ben, ça coûte plus cher. Ben oui. Je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Puis c'est pas juste ça, c'est que dans ton exemple à toi, là, OK, bon, l'aluminium du Canada coûte plus cher, allons trouver ça ailleurs. Ben d'où? Les autres pays qui exportent les mêmes affaires, ben eux aussi, ils sont dans la même situation que le Canada. C'est des tarifs qui s'appliquent, comme tu as dit, à tout le monde. C'est pas juste au Canada. Si c'était juste au Canada, pas de problème. Tu veux aller chez... Tu sais, l'industrie américaine va aller chercher ça ailleurs. Mais ça n'existe pas dans cet exemple-là. Mais regarde, je suis tellement d'accord avec toi, mais le problème, c'est que si M. Trump était assis, d'ailleurs, on l'invite à Politiquement parlant, il fait bien venir. Tu sais, il y a un parc pas loin de chez toi, il peut atterrir avec son hélicoptère. Je sais pas s'il pourra venir avec l'avion du Qatar, là, mais là, ça sera plus compliqué, mais... Sur la piste cyclable. Ouais, c'est ça. Mais... Non, mais plus sérieusement, cet échange là qu'on est en train d'avoir, il y a des journalistes qui lui ont déjà posé comme question. Là, il te dit non, mais nous, on va voir si on est capable de faire des deals avec les autres. Donc, c'est-à-dire que s'ils veulent avoir accès à notre marché à moins que 50% de frais de douane, là, de tarifs douaniers, on va faire des deals avec eux. Et ce deal-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va aller chercher chez eux quelque chose gratuitement. Donc, dans le fond, ils vont boulier un autre pays, admettons, qui a ça. Et en passant, c'est ce qu'ils veulent faire avec le Canada. On va s'entendre. Là, ou tout simplement, venez ouvrir vos entreprises aux États-Unis, puis vous ne souffrerez pas des tarifs. Mais de créer une industrie, tu vas le chercher où? Comme on dit, là, de créer une industrie d'aluminium du jour au lendemain, ça se fait pas. Non, mais attends, mais les ressources, elles sont où? Parce que c'est des ressources. Les ressources, c'est pas une mine d'aluminium que tu vas faire. Tu vas la prendre et la déposer ailleurs. Non. Bon, par contre, il pourrait y avoir d'autres façons. C'est-à-dire qu'il y a certaines alumineries qui vont peut-être vouloir ouvrir aux États-Unis c'est des usines de transformation de l'aluminium. Tu vas le transformer. Mais même à ça, parce que l'aluminium, même transformé, est taxé. Donc c'est pas pareil. Mais écoute, ça défie toute logique. Moi, j'ai comme l'impression, je te jure, George, là, franchement, parfois, j'ai l'impression que M. Trump joue... Tu connais le jeu de société, tout le monde y joue, le Monopoly. Le Monopoly, il joue à ce jeu-là, mais à l'échelle planétaire. Tu sais, on a tous joué à ce jeu-là, puis tu sais, à un moment donné, tu sais, t'es un peu chanceux, puis là, t'as plusieurs propriétés, puis t'as bien de l'argent, puis il y a plein de gens qui t'ont payé des trucs. Là, tu te sens tout surpuissant, puis là, tu sais, l'autre, ton ami qui essaye de rivaliser contre toi, il te dit, il veut faire des deals avec toi, puis il te dit, écoute, je t'achète ci, je t'achète ça, puis là, toi, t'es bully, tu dis, non, si tu veux ça, il faut que tu me donnes telle autre carte, puis là, ça va me permettre de créer des hôtels, de construire des hôtels, etc. Tu sais, puis là, t'es en position de force, là, tu sais, puis c'est exactement ça qu'il fait, mais à l'échelle planétaire. Mais la différence, c'est qu'au Monopoly,
tu peux faire ça, tu t'en fous, ça n'a pas d'impact sur les gens. Je veux dire, au pire de ça, ton ami va perdre, puis c'est réglé, vous allez rejouer une autre partie une prochaine fois. Là, il y a beaucoup de choses à perdre. Honnêtement, on va se le dire. Là, il y a des vies qui dépendent de l'économie. Il y a des vies à cause des guerres. Là, excuse-moi, là, quand le gars il dit aux Ukrainiens, là, la fois où il a écrasé le Zelensky chez lui il veut tout. Mais il lui a dit, donne-moi toutes tes ressources. Donne-moi tes ressources, sinon, la Russie va te... you don't have the cards. Ben oui, you don't have the cards, c'est sûr. Sinon, il ne serait pas là. S'il avait les cards, il ne viendrait pas te parler. Mais... en gros, c'est crever, Ukrainien. C'est ça qu'il dit. Ouais. C'est genre crever, on va laisser les autres vous écraser, mais sinon, donnez-nous accès à 300 milliards de dollars de vos terres rares. Ouais. Non, c'est fou. On va revenir au Canada, spécifiquement au Québec. Fin de la session parlementaire aujourd'hui. Les partis ont fait un peu leur bilan, mais... Avant d'arriver au bilan, c'est pas techniquement fini parce qu'aujourd'hui, vendredi, le gouvernement force les partis d'opposition sous bâillon de passer le projet de loi de Christian Dubé, le ministre de la Santé. Non. Ah, c'est-tu celui de Christian Dubé? C'est pas ça? C'est pas celui de Christine Fréchette sur le... C'est celui de Christine Fréchette, le projet de loi 69 sur l'énergie. Ah, moi, je pensais que c'était celui en santé. À moins qu'ils ont changé quelque chose et que j'ai pas vu encore. Non. Tu peux très bien avoir raison. Je pensais que c'était celui de Dubé, mais regarde, on va vérifier rapidement. Là, puis, mais de toute façon, juste pour expliquer le temps que tu vérifies ça, les gens qui ne le savent pas, c'est quoi le bâillon? Le bâillon, dans le fond, c'est le gouvernement qui fait un short circuit là, des échanges parlementaires et au lieu de passer le projet de loi article par article comme se fait par tradition là, au Parlement, on appelle les députés en chambre puis on vote tout de suite sur le projet de loi. Donc, c'est une façon d'accélérer le processus d'adoption de projet de loi. C'est pas le premier à le faire, il sera pas le dernier non plus. Puis je pense que tous les gouvernements précédents l'ont fait à un moment donné de passer des projets de loi sous bâillon. Puis il y a toujours les arguments de c'est contre la démocratie, puis ci, puis ça. Mais regarde, les procédures le permettent en chambre, donc on en profite. Et c'est tous les gouvernements qui l'ont fait. As-tu des nouvelles? Pour moi, c'est le projet de loi 69. Okay. Ça fait d'ailleurs plusieurs jours que je suis là-dessus, mais là, tu m'as mis un doute parce que j'ai peut-être pas vu... Non, ça se peut que ça soit ça, c'est fort possible. Mais de toute manière, techniquement, il n'est pas encore annoncé. Ça va l'être annoncé tantôt, mais écoute, je suis pas mal certain que c'est celui-là. Puis on sera dans le trouble si ça n'a pas changé, mais c'est pas grave si ça a changé puis que j'ai manqué quelque chose. Mais non, on parle bien du projet de loi 69, celui sur l'énergie. C'est un projet de loi qui a été déposé par Pierre Fitzgibbon l'année passée, mais que Pierre Fitzgibbon n'a pas eu le temps de... Est-ce qu'il l'avait déposé lui-même? En tout cas, il devait le déposer si c'est pas lui qui l'a déposé. Et finalement, c'est Christine Fréchette. Oui, c'est celui en énergie. Okay, c'est ça. Ouais. Donc, et c'est finalement Christine Fréchette qui s'en occupe. C'est un projet de loi pour lequel il y a eu des consultations. Alors, juste pour que les gens comprennent, les consultations, c'est lorsqu'on va chercher des parties prenantes importantes du secteur ou de la société civile, ou bref, des parties prenantes qui vont être impactées d'une manière générale par un projet de loi. On leur demande de venir en commission parlementaire. Ils déposent des mémoires, ils font des présentations devant la commission parlementaire, les parlementaires du gouvernement comme ceux de l'opposition posent des questions, on essaye de bonifier le projet de loi, c'est comme ça que viennent par la suite un certain nombre d'amendements, etc. Bon, projet de loi a été déposé, ça fait longtemps qu'il est en marche, il n'a pas nécessairement toujours été,
étudié, parce qu'il y a eu beaucoup d'heures qui n'ont pas servi à son étude. Mais bon, au final, le gouvernement est arrivé avec quelque chose comme 52, je crois, amendements il y a environ 2 semaines, mais des amendements qui n'avaient jamais été vus en commission auparavant. Bon, c'est pas grave, ça arrive quand c'est en étude, quand c'est l'étude article par article, ce qu'on appelle l'étude détaillée dans une commission parlementaire. Tu peux déposer tes amendements. Mais sauf que, avec 52 amendements déposés par le gouvernement, donc le gouvernement amende son propre projet de loi 52 fois, c'est sûr qu'il y a des éléments là-dedans que les parties prenantes qui avaient été consultées lors des consultations de l'automne dernier, n'avaient pas vu. Donc là, il y a beaucoup de parties prenantes qui ne sont pas contentes. Bon, les partis d'opposition, évidemment, mais les partis d'opposition, par définition, c'est leur job. C'est leur job, donc, de contrôler l'action gouvernementale là-dessus. Et puis là, il reste plus beaucoup de temps. Le gouvernement veut aller de l'avant et va l'adopter. Mais ce qu'il faut savoir, grosso modo, j'aime pas rentrer trop dans les détails parce que sinon on va ennuyer le monde qui nous écoute, etc. Donc on ne rentrera pas dans les affaires trop techniques, d'autant plus qu'il y a certains éléments qui parfois m'échappent et j'aime pas être trop... comment dire, j'aime pas parler de choses s'il y a des éléments qui m'échappent, mais grosso modo, on est face à une situation où, dans le fond, on a un gouvernement qui dit, nous, on veut que les tarifs d'électricité pour les consommateurs québécois, monsieur, madame, tout le monde, ne soient pas supérieurs à l'inflation. T'sais. Donc, je pense qu'on parle de 3%, je crois. Bon, tu sais, je veux dire, personne peut être contre le fait de vouloir payer moins. Là, tu sais, n'importe qui dans la société ne voudrait pas avoir à payer plus, donc ça, c'est certain. Mais pour cette raison et permettre à Hydro-Québec d'aller atteindre les divers objectifs de leur planification stratégique et de leurs projets, etc., il fallait en revanche qu'on augmente de manière relativement significative les tarifs d'électricité pour les entreprises et notamment les PME. On s'entend, au Québec, c'est une économie de PME. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de grandes industries, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de grandes entreprises qui agissent, etc. Mais le cœur économique du Québec, c'est des PME et parfois même des TPE, etc. Mais bon, les TPE, généralement, c'est des sous-sols. Mais en tout cas, parlons des PME. Et ces PME-là, qui vivent déjà une certaine forme de pression. La pression, elle peut être réglementaire, ça peut être le red tape, là, tout ce qui est paperasse. C'est une pression à l'embauche parce que c'est pas vrai qu'il y a assez de travailleurs et qu'ils trouvent de la main-d'œuvre partout. Ils en trouvent pas. Il y a toute l'incertitude liée aux tarifs américains, évidemment. Donc, c'est énorme. Et puis, imagine ces PME-là qui exportent des produits dans lesquels il y a de l'aluminium. Donc, pour faire le lien avec le sujet précédent. Parce que on s'entend, c'est pas les PME qui vont extraire de l'aluminium, des minerais d'aluminium. C'est pas eux qui font ça. Ça, c'est des grosses entreprises, souvent des multinationales, les Rio Tinto de ce monde, etc. Mais attention, il y a quand même dans cet écosystème des entreprises qui traitent l'aluminium ou qui ont de l'aluminium, c'est-à-dire les produits ont de une auto, il y a de l'aluminium dans l'auto. Là, je veux dire, je vais dire encore une fois, c'est pas des PME qui vendent des autos, mais par contre, c'est des PME qui pourraient vendre des pièces automobiles. C'est des PME qui pourraient vendre des... je sais pas, moi, tantôt, je parlais des canettes, mais en tout cas, des éléments pour les créer. Bref, donc tout ça, dans ce contexte-là, où les PME sont beaucoup sous pression, elles vont, parce que c'est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, comme dirait l'autre.
va se ramasser avec une facture d'électricité qui va être un fardeau supplémentaire sur les PME. C'est quand même un peu particulier parce que je pensais, en tout cas moi personnellement, j'ai toujours vu la CAQ comme un parti qui aurait pensé à ce bout-là sur les PME. Alors la CAQ dit à l'opposition, mais vous voulez faire payer les Québécois, pas les entreprises. J'exagère un petit peu. Ben, c'est pas que j'exagère, c'est ça qu'ils disent, c'est juste que je paraphrase. Il y a personne qui a envie de faire payer les Québécois plus. Mais on va s'entendre. Si les PME demain, il y a un plus gros fardeau sur elles à cause des prix d'électricité, il y en a certaines qui ne survivront pas. D'autres PME, même si elles vont survivre, vont peut-être mettre à pied du monde. Donc ça, c'est des Québécois qui vont peut-être payer l'électricité juste au niveau de l'inflation maximum, mais ils n'auront plus d'emploi pour avoir les revenus pour la payer. Tu sais? Encore une fois, je fais de la théorie, donc je vais au maximum pour avoir une idée globale. Okay? Il y a des entreprises qui vont peut-être pas mettre à pied, elles vont survivre, elles ne mettront pas à pied, mais par contre, c'est ce qui va leur coûter plus cher, vont le mettre dans leur prix. Donc il va y avoir peut-être un côté aussi inflationniste. Donc ça veut dire que tu vas toujours payer pas plus que 3%, c'est-à-dire l'inflation, mais par contre tu vas créer une autre hausse de prix ailleurs. Donc ça veut dire que celui qui va continuer de payer à maximum 3% de plus son électricité, va devoir quand même payer ses produits. Exact. Plus que ça. Sans oublier qu'il y a aussi le fonctionnement de l'économie. L'économie, il faut que ça roule. Hein, c'est comme une piscine. Hein? On en a parlé souvent, toi et moi, récemment. C'est comme une piscine. Il faut que ton jet d'eau puisse bouger tout ça, tu sais, puis tout ça s'en va dans ton filtre, puis ça revient, puis ça, l'économie, s'il n'y a pas de cycle, si ça bouge pas, c'est pas bon, puis c'est pas bon pour les revenus de l'État aussi. Alors écoute, on est un peu là-dedans. Alors évidemment, on invite des gens au gouvernement à venir nous expliquer, nous dire qu'on a tort, puis c'est bien correct, on a peut-être tort, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, si on veut une économie forte, il faut que nos PME soient fortes. Et pour qu'elles soient fortes, il faut qu'on leur dégage des fardeaux et non pas qu'on leur rajoute. Exact. Puis l'électricité au Québec, c'est vrai qu'on ne la paye pas cher comparé à ailleurs. Mais l'idée ici, c'est pas de faire payer soit les Québécois, soit les entreprises. Il y a peut-être une manière de rééquilibrer. Un dernier truc, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est central dans toute cette idée-là, c'est que jusqu'ici, George, on a une régie de l'énergie. Les régisseurs, c'est eux qui fixent normalement les prix d'électricité. Ils sont indépendants, ils sont non politisés, puis ils le font en fonction de tout un tas de données. Il faut dire quand même qu'à chaque fois, il y a des recommandations du gouvernement vers la Régie de l'énergie. Ça ne veut pas dire, évidemment, que la Régie de l'énergie doit faire nécessairement ce que le gouvernement lui propose, mais il y a toujours des recommandations du gouvernement, par exemple, souvent de rester sous l'inflation ou au niveau de l'inflation. Donc, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Mais le but d'avoir une Régie de l'énergie avec des régisseurs qui utilisent et étudient les données pour en arriver à quelque chose, c'était justement de ne pas politiser ça. Exact. Donc, c'est pas le gouvernement qui augmente, c'est pas, tu sais, il y a un mécanisme là-dedans, tu sais. Là, le gouvernement dit, ben non, mais c'est parce que... Puis je comprends aussi l'argument du gouvernement. De toute façon, j'essaye pas de prendre un parti pris, je dis juste un peu ce que je pense. Mais je comprends l'argument du gouvernement. L'argument du gouvernement te dit, oui, mais l'hydroélectricité au Québec, c'est une richesse collective. Et si on a de l'abondance en énergie
électrique au Québec, on devrait en faire profiter les Québécois. Donc, les Québécois ne devraient pas la payer aussi cher qu'à une autre place qui n'a pas, par exemple, accès à cette hydroélectricité. Ouais. Puis je le comprends, mais d'abord, nos tarifs d'électricité sont quand même inférieurs à ce qu'il y a ailleurs. Ça, c'est assurément le cas. Puis deux, mais oui, mais faire profiter les Québécois, c'est pas juste faire profiter Salim, Georges, XY, notre voisin, les gens en Abitibi, les gens en Gaspésie, les gens en Estrie. Non, tu sais, c'est faire profiter les Québécois, c'est faire profiter un ensemble. Donc, parce que si t'en fais profiter les entreprises, t'en fais profiter les Québécois d'une manière générale. Exact. La question ici, c'est juste est-ce qu'on veut que ce soit le gouvernement qui détermine ça? Est-ce qu'on veut que ce soit des régisseurs de la régie de l'énergie qui s'occupent de l'établir? Bon, là, de toute façon, ça s'en va en bâillon, donc le gouvernement va avoir gain de cause. Mais, George, il va y avoir des élections dans 15 mois. Ouais. Tu vas me dire, ouais, mais Salim, c'est le citoyen qui vote, c'est pas la PME qui vote. Donc le citoyen va être content de pas payer plus, mais le citoyen il suit même pas le projet de loi là. Tu sais, nous on est politisés, on écoute ça. Le citoyen, pour lui, c'est pas un gain. Par contre, le citoyen qui est à la tête d'une PME et que sa PME va payer très cher, ben oui, c'est clair et que sa business ça va mal aller, et qu'il va peut-être mettre des gens à pied entre lui puis les gens qu'il va mettre à pied, ou l'économie qui roule pas, ou un truc comme ça, ben là tout d'un coup les Québécois vont se dire tiens, c'est peut-être pas nécessairement très bon. Non. En tout cas, regarde, mon opinion, ça vaut ce que ça vaut. Mais tu ouvres la porte quand même à tu sais, les 15 mois, il y a une élection. On a déjà parlé du fait que cette législature-là, ce mandat-là pour le gouvernement, ça va pas si bien. Puis ça a commencé dès le tout début, là, avec le 3e lien qui a été annulé, des défaites dans les élections partielles qui ont continué. D'ailleurs, il y a une autre qui devrait venir bientôt là, à Arthabasca. Les différents partis ont fait un peu leur bilan de la session, puis c'est pas mal la même chose. Hein. On revient au fait que c'était une session parlementaire qui était très mauvaise pour la CAQ, et pas juste au niveau de la gestion, mais toutes les choses qui ont sorti, qui nous ont démontré que la CAQ, je veux pas dire qu'ils sont des mauvais gestionnaires, c'est pas ça leur rôle, mais qui ont pas nécessairement en termes de responsabilité gouvernementale, il y a tellement d'affaires qui ont sorti, qui ont nui à cette session-là. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, évidemment, on en parle toujours, quasiment à tous les jours. Des affaires vraiment qui ont venu embarrasser le gouvernement. La SACLIC, évidemment. Tu viens de dire les trois. Tu vois, pour moi, les trois que tu viens de dire, c'est les trois choses les plus importantes et qui vont avoir le plus d'impact. Mais il y avait plein d'embûches. Je pense aussi à Northvolt, la décote de... Justement. Excuse-moi, t'avais pas dit décote? Je me suis... Ouais. OK, non, mais justement. Mais tu fais bien. Oui, c'est vrai, Northvolt, mais il faut dire que Northvolt, ça fait un petit bout qu'on en entend parler. Northvolt... Mais le problème avec Northvolt, c'est que le gouvernement a tellement misé là-dessus là, pour convaincre non seulement les parlementaires, mais la société québécoise que c'est l'investissement du futur, puis allons-y, puis on s'en fout de ce qui se passe sur les terrains, puis si du côté environnemental, ça fonctionne. C'est un projet porteur pour le futur du Québec qui est tombé à l'eau. Ça n'a rien fait. Ah, mais alors, si tu parles de l'ensemble du mandat jusqu'à là, c'est-à-dire entre les élections de 2022 où M. Legault a fait élire 90 députés et aujourd'hui, oui, bien sûr, tu peux rentrer Northvolt, tu peux rentrer Lyon Électrique, tu peux rentrer, tu peux rentrer d'autres choses. Pour être fair, il y a aussi d'autres choses qui étaient peut-être positives, mais souvent on retient ce qui est plus entre guillemets négatif. Moi, je te dirais, si on parle de cette session, puisqu'aujourd'hui c'est le bilan de la session, pour moi, il y a trois moments marquants ou trois choses marquantes. Oui, la décote du Québec, ça c'est majeur.
il y a des choses qui peuvent l'expliquer et potentiellement on aura quelqu'un pour nous l'expliquer, on verra bien. Mais il y a quand même quelque chose. Autre chose, il y a ça clique et ça à mon avis, écoute, j'entendais certains commentateurs et même journalistes dire que les révélations de la commission Galland sur sa clique, c'était beaucoup plus gros que la construction avec Madame Charbonneau, avec la juge Charbonneau. Mais attention, don't get me wrong, l'industrie de la construction, ça a été dégueulasse, ce qui a pu se passer, etc. Puis il y a eu beaucoup de ménage qui a été fait là. Puis il y avait eu on a tout vu là, on a tout vu passer là. Mais là, t'imagines ce qui aurait dû être une plus petite commission, qui est pas sur toute une industrie, mais genre littéralement sur une société d'État. Ce qu'on a entendu en bon français, straight up, pendant cette commission-là, ça pouvait nous faire sursauter plus que ce qu'on a pu entendre dans la construction. Écoute, on parle de plus de $1 million de dépassement de coûts et à tous les jours, puis moi j'ai d'autres choses à faire là, que de suivre les travaux de la commission Galland. Mais on apprend de personnes qui travaillaient là, qui dirigeaient des départements, qu'ils étaient en connaissance de tous ces faits-là, que tout le monde était perdu, que les ministres en question le savaient. Je ne sais pas c'est quoi les conclusions que ce rapport va porter à la société, mais je vais dire une chose là, j'aimerais vraiment pas être dans les souliers du juge Galland. Honnêtement. Ben lui, plus la commission est particulière, plus, entre guillemets, il rentre dans l'histoire. Là, comment ça se passe. Les livres d'histoire, dans 50 ans, on va dire, vous vous souvenez, il y a eu, il y a 50 ans, il y avait eu la SECO, là, c'était la commission d'enquête sur le crime organisé, là, c'est dans les années 70. On en parle encore aujourd'hui. Donc, je sais pas si il voudra pas être dans ses bottes, il va se dire, au moins, ça aura servi, puis j'aurais été à la tête de cette commission-là et tout. Bon, tant mieux pour lui. Non, moi, je te dirais qu'aujourd'hui, j'aimerais pas être vraiment pas dans la haute direction ou même au conseil d'administration de la SAQ parce que franchement, c'est honteux ce qui s'est passé et puis les révélations qu'il y a eu. Puis hier, je te rappelle, c'est l'UPAC, l'unité permanente anticorruption qui a confirmé que depuis le mois de février, ils enquêtent sur la SAQ parce que tu sais il y avait des contrats qui ont été remis, il y avait des histoires de petits amis, il y a des honoraires professionnels qui sont passés de $82 à $350 de l'heure. Puis, écoute, il y a plein de choses un peu particulières, qui se sont déroulées. En tout cas, on verra bien, mais il y a la décote, il y a ça, puis évidemment, tu l'as dit, HMR, au l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Aujourd'hui, on en parle un petit peu moins parce qu'il y a certaines décisions qui ont été prises par rapport au début des travaux. Là, tu te souviens, il y avait toute cette histoire du... Bon, ouais, on est allé chercher de l'argent pour calmer un peu les esprits. L'argent avait déjà été annoncé, mais tout d'un coup, il y avait des choses qu'on n'était pas censé faire par étapes. Qu'on a recommencé à faire par étapes. Il fallait faire l'histoire du stationnement en premier. Mais là, tu te dis, mais pendant que tu es en train de faire le stationnement, il y a d'autres choses. Anyway, c'était un peu particulier. Mais ça rentre dans l'esprit des gens. Dans l'esprit des gens, ça reste. Ouais. Maisonneuve-Rosemont, là, aujourd'hui, là, l'image que les gens se font, c'est qu'il y a plus d'écureuils que de patients à l'intérieur des salles d'opération. Là, c'est ça. Mais comme tu as dit, Salim, regarde, on revient après l'été. La session reprend au mois de septembre. D'après moi, entre septembre et les fêtes de Noël, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. On rentre en 2026, puis là, on est en mode électoral. Tout le monde est en mode électoral. Donc, quoi que t'en dises, quoi que t'annonces, je sais pas si ça va bouger grand-chose.
Et j'ai l'impression que ça va aller de mal en pire pour M. Legault. Et la question revient, puis je sais qu'on en a parlé la semaine passée, qu'est-ce que M. Legault va dire? Parce que lui, évidemment, c'est la ligne qui doit dire, moi, je reste, je veux un autre mandat pour compléter nos projets, puis compléter ce qu'on avait promis aux gens, etc., etc. Il ne peut pas dire autre chose, là. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on va lui montrer la porte? Est-ce qu'il va le réaliser par lui-même que le temps, c'est fini, il a fait ce qu'il a fait? Ou est-ce qu'il va réussir à demeurer en poste et voir, d'après moi, la disparition quasi complète de ce parti-là? Évidemment, regarde, on a appris par ce qui s'est produit au fédéral qu'on ne peut rien prendre, on peut rien dire d'avance parce que il y a des choses qui peuvent bien changer. Mais aujourd'hui, quand on regarde un peu le contexte politique et quand les sondages nous parlent de 4 sièges de la CAQ dans une prochaine élection, écoute, de passer de 90 sièges à 4, t'es peut-être mieux de fermer la clé, là, puis ciao, bye, thank you. Ouais. En même temps, tu sais, la CAQ, elle pourrait perdre sans tomber à 4 sièges. Hein, la CAQ, si elle passe de 90 à 35, c'est toujours 35 députés, mais c'est quand même 45 sièges de moins. Oh non, c'est énorme. Donc, c'est pas ça que je dis, mais justement, le fait d'aller de 90 à 4... 55 sièges, ouais, c'est ça. C'est comme dire, regarde, on est fini. Je suis d'accord. Écoute, M. Legault, il aurait gagné 2 gouvernements majoritaires dans lesquels il n'avait quasiment pas d'opposition devant lui, on va se le dire. Là. Ça a été d'abord... Oh, la voie était libre pour lui de faire ce qu'il voulait. C'était Pierre Arcan, chef de l'opposition officielle par intérim. Dominique Anglade, qui était... Quelques mois? Non, un peu plus. Là, environ... Attends, c'était l'élection était en octobre. Non, mais c'est 2 ans. Non, 2 ans. Parce que c'était pendant la pandémie qu'elle est au début de la pandémie. 2 ans, 2 ans et demi. Là, mais le Parlement n'avait pas vraiment beaucoup siégé. Puis il n'y a pas eu vraiment de quoi que ce soit. Mais de toute façon, voilà, il n'y avait pas d'opposition forte à l'époque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient de l'époque de Dominique Anglade? Plus personne ne s'en souvient. Là, je veux dire, c'est pas... puis par la suite, justement, les résultats de Dominique Anglade étaient encore plus bas que ceux d'avant. Puis Marc Tanguay, intérimaire, il peut bien faire toute la job qu'il veut faire, il reste qu'il est intérimaire. Puis il y aura un chef du PLQ que la semaine prochaine. Ouais. C'est-à-dire 15 mois avant la prochaine élection. Donc pendant près de 8 ans... Attends, puis en plus de ça, ce chef ne sera même pas élu, donc sera même pas... Tu comprends que il y aura... Pendant 8 ans, il n'aura eu quasiment pas d'opposition. Oui, il y a un travail d'opposition qui se fait, les porte-paroles en opposition, donc que ce soit l'opposition officielle, la deuxième opposition, la troisième opposition. Oui, bien sûr qu'ils sont là. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont rien fait du tout, mais je veux dire, juste dans la tête des gens, ils se sont jamais dit « Ah, c'est tel premier ministre contre telle personne. Là, aujourd'hui, c'est lui le premier ministre, puis l'autre personne... aspire à le remplacer. » Parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui a aspiré à remplacer Legault. Ou peut-être avec Paul Saint-Pierre Plamondon depuis quelques temps, mais même à ça, on en a déjà parlé. On va voir qu'est-ce que vont dire les sondages dans les prochains mois. Là. Mais M. Legault, il est dans une situation où, c'est soit il s'en va cet automne, ou à tout le moins, il dit « Je déclenche une course à la chefferie dans mon parti, puis dès qu'il y a un nouveau chef, moi je m'en vais, puis je le laisse PM par intérim, si tu veux, et jusqu'à la prochaine élection. » Puis là, pourquoi pas? La CAQ pourrait soit redevenir compétitive, soit si elle devait perdre,
Ben, au lieu de perdre à 4 sièges, elle pourrait perdre à 35 sièges, 40 sièges. Tu sais, 35 sièges, 40 sièges, c'est une opposition forte. Là. C'est un parti politique qui est encore en vie. Là, tu sais. C'est pas rien. Ça pourrait être ça. C'est une option. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, Salim... Mais excuse-moi, juste la deuxième chose, c'est... Ou alors, M. Legault pourrait décider de dire, regarde, j'ai aucune raison de partir. Je vais aller au bout de mon mandat. Ce sera mon deuxième mandat. J'aurais été PM pendant 8 ans. Puis si les Québécois décident de pas me réélire, ben ils me rééliront pas. Avant moi a perdu Philippe Couillard, avant moi Pauline Marois, avant moi Jean Charest. Tu sais, je veux dire, on finit toujours par perdre. Tu sais, à un moment donné, Harper a perdu, Trudeau a perdu. Tu sais, je veux dire, non, Trudeau n'a pas perdu. On l'a mis dehors. Ouais, c'est ça. Mais anyway, il a perdu d'une autre façon. Mais tu sais, bref, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu finis toujours par partir. Puis quand tu pars, c'est très rare, là. Donne-moi des noms, là, des gens qui sont partis à 80% d'approbation. Ça n'existe pas, là, tu sais. Puis il va dire c'est la fin d'un cycle. Ce que M. Legault va peut-être pas vouloir. Et ce qui va peut-être jouer un peu dans sa tête, puis je le comprends, parce que si j'étais lui, c'est comme ça que je penserais. C'est lui qui fait l'élection, mais que la CAQ se ramasse vraiment avec moins de 10 députés, là c'est une méchante sortie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en théorie, M. Legault, ce qui est censé être son plus grand legs, c'est difficile de dire qu'est-ce que va être le legs de M. Legault, parce concrètement, en tout cas, moi, personnellement, je vois pas c'est quoi son legs. Il a géré le Québec. Certains diront il l'a très bien géré, d'autres vont dire qu'il l'a mal géré. Mais est-ce que je m'identifie, est-ce qu'on est capable de s'identifier à quelque chose? La filière batterie, c'est un flop. Tu as parlé tout à l'heure de Nordvolt, qui aurait dû être peut-être un leg. Les gens ne le voient pas. La vallée de l'innovation avec les zones d'innovation, etc. Tu te souviens, on parlait beaucoup de zones d'innovation. Elles sont où ces zones d'innovation? Personne ne sait. Tu sais, la vallée du Saint-Laurent qui voulait en faire tout un truc d'innovation. Personne ne voit ça. Tu sais, donc il n'y en a pas. Est-ce que c'est quoi? C'est la loi 21, son leg? Tu sais, je veux dire... Alors, techniquement, son legs à M. Legault, c'est quoi? Ce serait d'avoir amené une troisième voie à l'intérieur de l'échiquier politique québécois. Parce qu'avant la troisième voie qui était l'ADQ de M. Dumont, puis qui est devenu... puis que par la suite, d'autres personnes ont pris en charge Gérard Deltel notamment, l'ADQ n'était jamais en position de prendre le pouvoir. Mais là, il est venu proche en 2007. Oui, mais par la suite, ça s'est dégonflé en 18 mois. Là, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette ADQ, on ne pouvait pas dire qu'elle n'avait jamais pris le pouvoir. Donc, ce n'était pas une vraie troisième voie. Là, M. Legault a créé une vraie troisième voie. Parce que tu avais le PQ et le PLQ. Puis ensuite, tu as eu la CAQ qui a gagné. Puis là, le PQ ou le PLQ peuvent encore prétendre gagner peut-être en 26, potentiellement, on le verra bien. Donc son legs dans le paysage politique québécois, c'est d'avoir une troisième voie. Mais s'il finit à 4 députés comme les pas les sondages, mais les projections le laissent croire, ben ça veut dire que finalement, même son legs d'avoir laissé un parti politique capable de jouer entre les deux autres, ça s'est effacé. Ça se serait effacé. Ouais. Donc finalement, ce sera difficile de trouver, après 8 ans, quel est exactement le legs de M. Legault. Tu comprends ce que je veux dire? Exact. Puis l'affaire intéressante, c'est qu'on commence déjà à spinner le fait que, bon, ça revient maintenant aux libéraux puis aux péquistes. Et là, j'ai trouvé ça intéressant parce que Marc Tanguay, lors de la conférence de presse là, pour le bilan, il a mentionné le PQ comme son adversaire principal et non la CAQ. Donc, on commence déjà à mettre de côté la CAQ et de lui retirer l'importance que ce parti-là mérite d'avoir comme gouvernement, tu comprends? Donc, il n'est même pas à la hauteur d'être considéré comme l'adversaire des oppositions. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, il a été très prudent avec cette question-là parce qu'on lui a posé cette question-là. On dit que les libéraux ont dit que leur adversaire, c'est le PQ. Vous, c'est qui votre adversaire? Il a été très prudent parce que lui, il ne veut pas rentrer encore, peut-être c'est trop tôt pour lui de rentrer dans ce débat-là fédéraliste, souverainiste. Donc, lui a dit que
notre adversaire, naturellement, c'est le parti qui est au pouvoir parce que c'est le parti au pouvoir. Donc, techniquement, c'est ça notre adversaire. Donc, il a été très intelligent de mettre de côté l'idéologie et de se concentrer sur la job qu'on a à faire comme parlementaire. De toute façon, on va se le dire. C'est au sein de la CAQ qu'il peut aller piger. Il va pas piger des électeurs au PLQ, c'est certain. Mais surtout quand on voit aussi que Québec solidaire est en train de se dégonfler aussi. On a vu cette semaine-là la candidate dans Terrebonne, justement, là, qui a perdu, qu'on a complètement ignoré, complètement ignoré, qui a dit « Ciao, bye, je m'en vais au PQ maintenant ». Donc, ça va pas vraiment bien pour Québec solidaire non plus. Faut faire attention. Si j'étais péquiste, je ferais quand même très attention à ça. Ouais. Parce qu'un Québec solidaire qui perdrait des plumes, c'est des gens qui pourraient être amenés à voter libéral. Puis là, attention, il faut faire très attention quand on parle de ça parce que je suis pas en train de dire qu'il y a des gauchistes woke, je sais pas trop quoi, blablabla, et peu importe comment ils essayent d'identifier ou de définir les solidaires, qui vont finalement se retrouver au PLQ. Attention, c'est pas ça. C'est que Québec solidaire est allé manger dans le lunch du Parti libéral du Québec auprès de gens, auprès de communautés culturelles, qui sont traditionnellement des libéraux, en fait, qui sont au fin fond d'eux-mêmes libéraux, mais qui se sentaient, qui avaient une plus de proximité. Les Québec solidaire essayaient de leur donner une sorte de... Les programmes sociaux. Oui, non, mais c'est même pas les... Je veux dire, honnêtement, on les connaît. Toi, tu as travaillé beaucoup sur le terrain. Là, tu les as vus, les communautés culturelles. Beaucoup de communautés culturelles ne croient même pas aux programmes sociaux. En fait, ne connaissent même pas l'existence de programmes sociaux. Il y a une espèce de fausse idée. Là, c'est une légende au Québec. On pense que les communautés culturelles sont ceux qui vont ramasser les chèques, etc. C'est même pas vrai. D'ailleurs, je ne vais pas dire toutes les statistiques, mais beaucoup d'éléments qu'on peut... sont publics, là, il faut les demander à Emploi Québec, etc., puis à Solidarité sociale, etc., puis tu peux le voir, c'est pas ça. Les communautés culturelles, souvent, là, ils sont des dépanneurs, ils ont des petits commerces, des petites PME, des trucs comme ça, etc., ils savent même pas. Mais par contre, les communautés culturelles, lorsque ils voient chez Québec solidaire une certaine proximité de terrain, viennent les voir, viennent leur parler, leur donnent de l'importance, etc. Ils sont comme, OK, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de truc. OK, tu sais quoi, eux autres, ils nous donnent de l'importance, fait que let's go. Ils seront pas souverainistes, par exemple. D'ailleurs, il y a peu de souverainistes chez Québec solidaire, même si eux autres sont officiellement un parti souverainiste. Madame Gazal ne serait pas contente de m'entendre, mais c'est la vérité. Mais il y a des communautés culturelles qui pourraient retourner vers le PLQ. Je te rappelle que le niveau de vote du PLQ s'était effondré à la dernière élection. Il y a des libéraux aussi qui ne sont pas nécessairement des libéraux au sens économique du terme, mais plus au niveau de liberté individuelle, qui sont allés avec Québec solidaire parce qu'ils considéraient que le Parti libéral s'était égaré avec Dominique Anglade sur ces questions-là. Je te rappelle la loi 21, mais la loi 96 aussi. Il y a des anglophones qui ont voté pour Québec solidaire, entraînés un peu par leurs amis de Projet Montréal, etc. Il y en a. Fait que, moi, je te le dis... Québec solidaire s'effondre, ça va pas nécessairement faire l'affaire du PQ. Ouais. Mais c'est justement ça que je disais, parce que peut-être les commentateurs puis les analystes, ils ont raison de dire qu'on revient à cette dynamique où ça va être les deux partis principaux, libéraux et péquistes. Et regarde, la redistribution du vote, je sais pas c'est où qu'elle passera, je suis d'accord avec toi, mais les mêmes pronostics qu'il y avait la CAQ à 4 sièges, ils annoncent aussi que Québec solidaire risque de perdre plus de la moitié de leurs sièges aussi. Et moi, j'imagine que Montréal et Québec font partie de ces sièges-là qu'ils vont perdre. Ils vont garder quelques-uns, peut-être à mon avis, Gouin, Mercier, ces comtés-là. Mais...
ça va être très difficile. Puis, moi, je peux te dire que le comté de Manon Massé, le comté de Sainte-Marie-Saint-Jean. Sainte-Marie-Saint-Jacques, sans ce comté-là, moi, à mon avis, les solidaires, ils l'auront pas. Là. Ouais. Tu vas voir que je pense que les libéraux vont aller gagner ce siège. Ah oui? Ouais. Tu regardes, on s'en souviendra, on est le vendredi 6 juin 2025, on s'en reparlera en octobre 2026. Ouais. Mais ça, tu sais, moi, je pense que, je pense sincèrement que les solidaires vont baisser, vont pas mal baisser. Mais contrairement à ce qu'on croit, ce ne sera pas nécessairement dans l'intérêt du PQ. Le PQ doit aller manger dans le lunch de la CAQ. C'est là où se trouve leur monde. Ben d'ailleurs, dans les sondages, George, qu'on a vu là, depuis maintenant plus d'1 an, où on a vu le PQ passer devant, ben, c'était pas... le vase communicant, là, c'était CAQ vers PQ. Donc, ils ont besoin de garder ce vote-là. Donc, c'est normal qu'ils s'attaquent à la CAQ. Le jour où ils vont s'attaquer au PLQ, ça sert à rien pour eux autres. Par contre, à l'inverse, pour le PLQ, c'est normal qu'ils s'attaquent au PQ parce qu'ils pour eux, et puis d'ailleurs, c'est le côté un peu bizarre parce que, dans le fond, c'est comme si on attendait au PLQ que la CAQ s'effondre pour qu'on aille se battre contre le PQ. Contre le PQ. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, en même temps, il faut être fair. Les libéraux ont quand même essayé de bousculer la CAQ quand même, notamment dans sa clique puis dans d'autres choses. N'oublions pas aussi, puis on va fermer là-dessus, il y a une autre possibilité. Évidemment, c'est un point d'interrogation maintenant, mais il y a les conservateurs que je comprends que les gens les oublient souvent, mais je ne suis pas trop convaincu que les gens qui ont quitté les libéraux un peu plus à droite, ou même les péquistes qui ont quitté, ne se ramassent pas et ne resteront pas aux conservateurs. Puis moi, j'attends juste voir ce qui va se passer avec la partielle dans Arthabascan. Et je le dis dans d'autres épisodes, je le dis toujours, si Éric Duhem réussit à gagner cette élection partielle-là, la dynamique va être beaucoup plus différente. Moi, je suis pas prêt à négliger le Parti conservateur. Je suis pas prêt non plus à dire qu'ils vont former le gouvernement. D'ailleurs, je n'y crois pas. Mais est-ce qu'ils seront en position de garder quelques votes des libéraux ou peut-être même des péquistes? Je serais prêt à dire ça. Mais c'est sûr que pour le Parti québécois, il y a un gros enjeu dans Arthabasca. L'enjeu est important parce que Éric Duhem, s'il se fait élire, va avoir pas mal de visibilité, va essayer lui aussi de manger dans le lunch de la CAQ, c'est certain. Et lorsque le PQ souhaite manger tout seul dans ce lunch-là pour être en mesure de se faire élire, donc je te dirais que ceux qui ont le plus à craindre d'avoir Éric Duhem dans le décor, c'est les péquistes. Ouais. C'est pas gagné d'avance. Éric Duhem, oui, il y a un certain nombre de personnes qui le suivent et qui l'aiment, mais je te rappelle qu'au top d'Éric Duhem, avec 13% de résultats dans les élections, il n'a pas été en mesure de faire élire un seul député. Ouais. Est-ce que maintenant, il pourrait se faire élire? Peut-être. Est-ce que c'est sa porte de sortie dans le sens, si je gagne, ça vaut la peine que je fasse la prochaine élection. Si je perds, j'aurais perdu, puis on oublie ça, on ferme la boutique. C'est possible. Ensuite, sur à quel point ça va changer la dynamique, c'est sûr que ça va changer la dynamique orale, parce que si Éric... orale. Pas la dynamique orale, mais la dynamique médiatique, si tu veux, parce qu'Éric Duhem va essayer d'attirer les médias sur lui, puis il est plutôt bon à ça et habile. Mais je ne sais pas à quel point ça va changer la dynamique politique, d'autant plus quand tu es dans une élection générale, tu essayes de voter pour former un gouvernement. Ouais. Et si les gens ne croient pas
dans la possibilité d'Éric Duhem de partir de 0 député à gouvernement, il pourrait ne pas en faire élire. Il pourrait se faire élire dans la partielle de Arthabasca, qui sait peut-être, mais pas être en mesure de se faire réélire dans une générale. Ouais, c'est un bon point. Et c'est ça. Mais it is what it is, comme on dit. Bon, on va mettre un point là-dessus. N'oubliez pas, allez nous suivre. On a des épisodes très intéressants qui vont arriver bientôt. Des premières aussi pour le balado Salim, où on aura la chance de diffuser sur place. Donc, on va sortir un peu du studio et on va faire des affaires quand même intéressantes pour la première fois. Donc, allez vous abonner, suivez-nous, allez aux réseaux sociaux et sur les plateformes audio, donnez-nous les 5 étoiles qui vont nous aider énormément. Merci beaucoup à vous tous et on se voit très, très, très bientôt. Yes, à plus tard. Bye.